Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va peut-être attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Est-ce qu'au niveau du son, Alban, j'en profite en attendant que les gens se connectent? C'est OK ou pas? J'ai pas mis mes oreillettes pour que ce soit peut-être plus fluide. C'est bon ou pas? On m'entend bien? On t'entend très bien. OK, Ça va. impeccable. Hop, je vois pas les participants là. OK. Ah OK. Pourquoi j'ai pas ça? OK. Ah, j'ai des bonjours d'Ingrid et Clara. OK. Eh ben, bienvenue à tous sur ce webinaire facturation électronique, comment se préparer sans faire d'erreur d'outils. Le but là, c'est de vous donner un peu les grandes lignes pour vous aider à faire le choix d'outils. Parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça. On parle de solutions compatibles, de plateformes agréées, de logiciels de facturation, de logiciels de comptabilité. Voilà, l'idée c'est que vous sortiez de ce webinaire avec les idées un peu plus claires au niveau logiciel et facturation électronique. Donc, aujourd'hui, nous sommes deux. Je commence, Corentin, vu que j'ai pris la parole. Alban, moi, je suis chef de programme facturation électronique chez celle-ci. Donc, je vais vous expliquer un peu les enjeux de cette réforme. Et donc, Corentin, je te laisse te présenter. Enchanté, Corentin Boyan. Donc, je suis consultant en vente chez celle-ci. Donc, j'accompagne à la fois les équipes commerciales et les équipes techniques qui peuvent potentiellement vous aider à mettre en place celle-ci. Et donc, si tu veux faire un petit brief sur notre mission et sur notre parc client. Ça va peut-être l'occasion effectivement de présenter celle-ci pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc celle-ci, ça fait 17 ans qu'on est sur le marché. Historiquement, on était un logiciel de facturation. Et puis bon, on a développé une palette d'outils maintenant avec aussi des fonctionnalités de CRM. On a près de 50 000 utilisateurs, même on a dépassé les 50 000 utilisateurs. Et voilà. Et pourquoi est-ce qu'on décide de faire ce webinaire? C'est qu'on s'aperçoit que même sur notre propre portefeuille client, tous ne maîtrisent pas forcément quels sont tous les tenants et les aboutissants de la facturation électronique. Et voilà, seulement 65% des dirigeants au niveau national ont décidé quel serait leur outil, sachant que pour la réception, ce sera obligatoire. On va regarder ça avec Alban à partir de septembre. Voilà. Donc, il y a le fait d'avoir choisi, mais aussi le fait, ça demande un certain engagement quand même, on va le voir ça. Tac. Donc, pour le webinaire, vous pouvez tous poser vos questions plutôt dans l'onglet questions que dans l'onglet chat, parce que ça vous permet de voter pour les questions que vous souhaitez voir apparaître en haut de la liste. Et comme ça, nous, on les prendra à la fin et on prendra les questions du coup, qui ont le plus de votes. Enfin, par ordre, en fonction du temps qu'on a. Vous pourrez accéder au replay de la session que vous recevrez par email. Et puis voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, on va vous parler déjà de la réforme, ce que ça va changer pour vous. On vous a listé quelques erreurs à éviter au moment du choix de vos outils. On vous propose une grille en fait synthétique pour comparer un peu toutes les solutions. Comment préparer votre transition. Et puis après, on vous montrera un exemple concret avec celle-ci sur la réception de factures. Donc, au niveau de la réforme, déjà quelques rappels sur les principes de la réforme. Donc, je pense que maintenant, avec toutes les communications qu'il y a autour de cette réforme, vous commencez à comprendre que les factures papier ne seront plus le document
initiale en tout cas. Vous pourrez toujours imprimer vos PDF, mais on va créer des factures qui auront des données structurées et qui vont répondre à des formats spécifiques et qui seront transmises par les plateformes agréées, donc les fameuses PA. Les plateformes agréées, elles sont certifiées par l'État. Il y en a un peu plus de, je crois que c'est un peu plus de 140 maintenant. Et donc, c'est ces plateformes qui vont transmettre les données de facturation à vos clients et à l'État. Et donc, qui dit transmission des données à l'État, dit automatisation fiscale. Donc, toutes vos données en fait, de TVA seront transmises automatiquement à l'État lorsque vous allez émettre des factures. Et donc, on doit forcément s'équiper d'un outil de facturation et de gestion des achats conforme qui permettra du coup de recevoir et d'émettre des factures conformes. Au niveau des délais, on parle de septembre 2026 et de septembre 2027. Septembre 2026, donc là, dans 3 mois, c'est l'obligation pour tous de pouvoir recevoir des factures. Pourquoi on doit recevoir des factures, être en mesure de recevoir des factures dès septembre 2026? C'est parce que les grandes entreprises et les ETI, eux, dès septembre 2026, devront émettre des factures. Donc, il faut qu'on puisse recevoir leurs factures. Et à partir de septembre 2027, TPE, PME seront dans l'obligation aussi d'émettre. Donc ça va venir très vite, ces 2 échéances. Dans cette réforme, il y a 2 notions. Il y a la notion de e-invoicing. Le e-invoicing, c'est tout ce qui est transaction entre assujettis à la TVA établie en France, donc le B2B domestique. C'est le fait de pouvoir émettre et recevoir des factures au format électronique. Et le e-reporting, c'est tout ce qui est transaction à l'international ou B2C. Donc ça, c'est une agrégation de données de facturation qui concerne donc l'international et le B2C, qui est transmise à la DGFiP. Et tout ce qui est B2J, ça reste le portail Chorus Pro, qui est déjà existant, sur lequel vous allez déposer vos factures si vous travaillez avec le gouvernement. Et donc ce portail-là reste tel qu'il est. Ici, on vous a mis un petit circuit de transmission donc pour que vous puissiez vous projeter un peu dans tout ce que vont faire ces différents acteurs. Donc, d'un côté, on a l'émission de facture, de l'autre côté, la réception. Donc, vous, en tant qu'artisan, chef d'entreprise, etc., vous allez utiliser un outil de facturation. Vous allez créer votre facture et au moment de la finaliser, ensuite, vous allez l'envoyer via une PA d'émission. Donc, la plateforme vient se greffer à l'outil de facturation. Lorsque vous envoyez une facture, elle est transmise à votre client sur sa PA de réception, mais les données de facturation sont aussi transmises à la DGFiP via le PPF. Le PPF, il gère notamment l'annuaire des assujettis. Donc, c'est vous, en tant qu'assujetti, vous êtes listé dans cet annuaire et la PA d'émission vient rechercher votre adresse de facturation électronique dans cet annuaire. Votre client réceptionne la facture sur sa PA de réception et ensuite, via son outil de gestion des achats, il va pouvoir la traiter et puis peut-être la lier à une facture de vente pour piloter ses marges, etc. Donc ici, la DGFiP, elle va détecter la fraude et récupérer la TVA. Et le PPF, ce que je disais, c'est qu'il est administrateur de l'annuaire. Il va recevoir aussi les cycles de vie, parce qu'on envoie des factures, mais on envoie aussi des cycles de vie. Donc, quand une facture est reçue, votre client va pouvoir accepter ou refuser la facture. S'il l'accepte, le statut accepté va remonter à la DGFiP via le PPF et dans votre PA d'émission. Et pareil, s'il y a un refus, c'est ces statuts qui passent aussi par ces plateformes. On échange les factures, les avoirs et les statuts qui concernent le cycle de vie. J'en profite aussi, Alban, peut-être pour rajouter. Ce circuit de transmission, évidemment, il a pour objectif aussi de vulgariser. Il y a beaucoup de termes techniques entre la PA, les formats de facturation électronique, le PPF. Donc, ce schéma-là, il a vraiment pour but aussi de comprendre quel est le fonctionnement. Dans le cas où vous utilisez celle-ci,
pour vos émissions ou même pourquoi pas vos réceptions de factures, et aussi la fonctionnalité PA, puisque celle-ci est agréée PA, et donc j'utilise celle-ci aussi comme PA d'émission auprès du portail de l'État. D'ailleurs, je prends peut-être le relais si tu veux, si on passe sur la slide après. C'est d'ailleurs un des points aussi qui nous semblait important de voir, c'est voir un peu les erreurs que l'on peut avoir et que l'on constate parfois autour de nous. C'est qu'il y a beaucoup de termes techniques sur la slide juste après. Il y a beaucoup de termes techniques, comme je commençais à le mentionner sur le circuit de transmission tout à l'heure. Il y a la PA, il y a la Facturix, il y a l'UBL, il y a donc des plateformes qui peuvent être conformes, d'autres non. Donc, c'est important de ne pas confondre vraiment. Et le PDF, ça fait des décennies que ça existe. Donc, il y a déjà beaucoup de sociétés qui éditent évidemment leurs factures en PDF, mais ce n'est pas parce qu'il est en PDF qu'il est déjà conforme avec la facturation électronique. La facturation électronique, c'est vraiment un format supplémentaire, comme est ici précisé, qui est structuré, qui permet à la plateforme de réception de l'État, donc le PPF, de pouvoir lire les données et les interpréter automatiquement. Et donc, il ne faut pas confondre justement vos PDF que vous faisiez peut-être déjà actuellement avec un logiciel et ces nouveaux formats. Donc, il y a 3 formats. Celle-ci, par exemple, gérer 3 formats. Il y a 3 formats différents qui sont acceptés par les plateformes agréées. Ouais, et parce qu'en fait, on parle de conformité. Donc, il y a le format, effectivement, mais c'est aussi cette conformité, en fait, il y a certaines données qui sont obligatoires, qui doivent être portées par les factures. Actuellement, vos factures, vous pouviez mettre un peu les données que vous voulez. Il y avait quelques données obligatoires. Là, dans le cadre de la réforme, il y a de nouvelles données qui sont obligatoires. Et donc, une facture qui ne comporterait pas toutes ces données obligatoires ne serait pas conforme. Donc ça, c'est important aussi de bien l'avoir en tête. J'en profite peut-être juste avant que l'on démarre. On a Laurine qui est présente aussi, qui nous accompagne et elle nous fait rappeler qu'on n'a pas pensé à vous parler. On a lancé un sondage un petit peu pour savoir comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de cette réforme. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que voilà, vous avez des questions? Évidemment, on va pouvoir y répondre. Mais voilà, comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de cette réforme qui arrive maintenant à un grand pas juste après l'été? Donc, c'est dans l'onglet sondage, c'est ça? Donc, les sondages, oui. À côté de l'onglet questions, vous avez l'onglet sondage et vous pouvez répondre aux questions. Donc ça, c'était l'erreur 1, dématérialiser vs conformité. Alors, je continue, Alban, sur ça te va? Oui. Autre erreur que l'on voit, on l'a vu tout à l'heure justement dans le circuit de transmission, il vous faut du coup un document qui est conforme, donc dans le bon format, et il vous faut aussi une plateforme pour l'émission ou pour la réception, donc l'APA. Et donc sur le marché, il existe tout type d'outils. Celle-ci, par exemple, il propose à la fois le bon format de document et à la fois l'APA, mais vous avez aussi parfois des outils qui vont ne proposer que l'APA ou que l'émission du bon format. Et c'est vrai que ne pas prendre les deux en même temps, ça peut vous occasionner des coûts cachés ou des doubles coûts, puisque vous allez payer un logiciel pour éditer vos factures dans le bon format et payer, pourquoi pas, une autre solution pour pouvoir faire la PA. Voilà, donc on entend parler effectivement de solutions compatibles et de plateformes agréées. C'est deux choses différentes. Une solution compatible ne sera pas en mesure de transmettre les données, comme je vous l'ai montré là sur le schéma tout à l'heure, de transmettre les données du coup au PA de réception de vos clients et à la DGFiP, et de communiquer avec le PPF pour récupérer l'adresse de facturation électronique. Vous aurez une facture conforme, mais après, l'enjeu de cette réforme, c'est aussi de pouvoir la transmettre et de recevoir aussi les cycles de vie, et ça passe par les plateformes agréées. La troisième erreur la plus commune aussi, alors ce n'est pas toujours une, mais ça peut être une erreur, en tout cas si on ne prend pas le réflexe de se poser la question, c'est que parfois, tout simplement, on va prendre l'outil qui nous est proposé par l'expert comptable, mais chaque métier, chaque société a des besoins différents et il est possible que le logiciel qui soit proposé de base par votre expert comptable ne réponde pas à l'entièreté de vos besoins. Et donc, c'est aussi l'occasion de cette réforme-là de prendre du recul par rapport à vos process en interne
tous vos besoins, que ce soit peut-être sur la gestion de stock, sur la facture d'avancement, sur des fonctionnalités un peu plus spécifiques liées soit à votre secteur d'activité, soit à votre société, pour prendre du recul et justement en même temps améliorer vos process. Donc ça, c'est le premier point, c'est rester sur le logiciel de base. Et puis, si vous ne restez pas sur le logiciel de base, il faut que le nouveau logiciel que vous choisissez, non seulement soit connecté à FastPA ou soit connecté avec une PA, puis donc avec le PPM, donc avec l'État, mais aussi avec l'outil de votre expert comptable, puisque l'objectif, ce n'est pas de faire gagner du temps à l'État pour que vous vous en perdiez à faire des exports réguliers de vos documents. Donc, il faut qu'il puisse se connecter avec le logiciel de votre expert comptable afin que lui puisse avancer sur les bilans, les comptes de résultats et votre comptabilité. Ouais. En fait, cette réforme impose quand même la digitalisation des process. Donc, autant aller jusqu'au bout et vérifier que voilà, vos outils soient interconnectables pour pouvoir faciliter en fait tout ça, mais sans pour autant négliger quand même vos besoins opérationnels. Et l'erreur numéro 4 qui rejoint un peu la troisième, c'est voilà, c'est ce que je disais, hein, ne pas négliger votre business. Vous allez peut-être être poussé par certaines PA qui font beaucoup de bruit ou par vos experts comptables qui vous disent de choisir leur outil. Il faut quand même que, je pense, vous vous posiez sur vos process de facturation pour qu'au quotidien, ça facilite, enfin, que votre quotidien soit facilité et que vous ne perdiez pas de temps parce que vous avez des outils qui ne sont pas adaptés à vos process. Donc, ce qu'on dit, hein, c'est qu'il faut choisir une solution qui est pensée pour votre activité, qui est simple à adopter pour toutes vos équipes, qui sera évolutive et compatible avec les obligations liées à la facturation électronique. Et attends, moi j'avais juste, je sais plus, enfin j'avais juste un point à ajouter là-dessus, c'est important en fait aussi quand on parle d'interopérabilité, c'est de regarder les API des logiciels que vous choisissez. Est-ce que ces API sont ouvertes? Est-ce que vous pourrez connecter facilement en fait les outils entre eux? Ça c'est très important, même s'il n'y a pas de connecteur natif, qu'il existe une API ouverte, ça peut vous permettre justement de mettre en place vous ces connexions entre outils. Alors, je vois qu'on a pas mal de questions. On fera peut-être un petit point intermédiaire. Il y a plusieurs questions pour regarder ça. Je termine peut-être sur ces 2 dernières erreurs. Là, c'est un peu plus sur mon sujet puisque ça parle un peu de la partie formation et changement. Donc là, on a vu toutes les erreurs qui pouvaient faire qu'on choisisse le mauvais outil. Mais l'une des erreurs aussi, c'est qu'évidemment, un changement dans une entreprise, ça se prépare à la fois pour vous, à la fois pour vos collaborateurs, pour éviter d'avoir des frictions et de la frustration pour tout le monde en septembre cette année et en septembre l'année prochaine pour l'émission au moins. C'est de bien penser à préparer les choses. Quand on change de logiciel, il faut prévoir de récupérer vos données, il faut prévoir de former les collaborateurs, de bien paramétrer les process pour justement derrière un gain de temps qui va être exponentiel. Tous les logiciels, hein, en tout cas, si je prends l'exemple de celle-ci, si vous ouvrez un compte durant la demi-heure, vous allez pouvoir faire une facture. Mais c'est l'occasion aussi pour travailler vos modèles dans votre facture, vos modèles d'email, c'est pour accélérer en fait le temps de travail de chacun, se former et bien mettre en place les choses. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, bien choisir, anticiper la connexion, prévenir son expert comptable pour que lui aussi ne soit pas au dernier moment mis au fait. Et comme ça vous permet d'aborder les choses beaucoup plus sereinement. Yes. Et dernière erreur, j'ai un logiciel conforme, donc je suis prêt pour septembre. C'est ce qu'on a dit. Hein. En fait, vous avez souscrit à une PA, donc imaginons que vous avez souscrit à celle-ci. Il faut aller signer un mandat. Pourquoi signer un mandat, en tout cas pour la réception? C'est que les plateformes agréées vont mettre à jour l'annuaire des assujettis lorsque vous aurez signé un mandat. Donc, c'est là où, quand vous vous connectez sur l'annuaire des assujettis, vous allez voir que vous allez voir une petite pastille verte, oui, comme quoi vous avez une adresse de facturation électronique qui est active. Alors, actuellement,
ce ne sont que les entreprises qui ont décidé de participer au pilote de la DGFiP qui sont à oui. On a beaucoup de clients qui ont signé des mandats de réception qui sont encore à non, mais parce qu'ils ne participent pas au pilote. Mais du coup, en fonction de l'avancée du pilote et en tout cas au 1er septembre, toutes ces entreprises-là seront à oui. Donc, il ne suffit pas de souscrire, il faut aller signer la PA à laquelle vous avez souscrit pour l'émission et surtout la réception pour septembre 2026. Voilà. Ça, en fait, ça permettra à vos fournisseurs de savoir que vous êtes prêts à recevoir les factures. Donc, on fait un petit point question. Julie, vous nous demandez si on est interconnectable d'une manière juste avec Pennyline et vous hésitez entre 2 PA, une émission et une réception. C'est pas trop compliqué et ça rejoint la question d'Ingrid, pardon. Une seule et même PA pour émission et réception ou bien 2 PA possibles. Alors, c'est possible d'avoir 2 PA. Vous pouvez avoir une PA de réception qui va vous permettre du coup peut-être qu'il sera connecté avec un outil de gestion des achats qui va vous permettre du coup de recevoir vos factures. Donc ça, c'est l'adresse de facturation électronique qui sera enregistrée dans l'annuaire des assujettis. Ça peut être par exemple la PA de votre expert comptable, ça peut être Pennyline, ça peut être tout à fait d'autres PA de réception. Ça peut être celle-ci aussi. On a une PA de réception intégrée avec le module achat. Et vous pouvez avoir une PA d'émission qui sera différente. Donc ça, c'est pour l'envoi de vos factures. Il faut quand même signer un mandat parce que vous donnez l'autorisation à la PA d'émission de transmettre vos données de facturation à vos clients et à la DGFiP. Mais il n'y a pas de souci à avoir une PA de réception différente de la PA d'émission. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous souscrivez à celle-ci, vous avez la licence facturation, vous avez le module achat qui est intégré, donc vous aurez PA d'émission et de réception qui sera incluse dans l'offre. Après, rien ne vous empêche de garder celle-ci que pour l'émission et d'aller choisir une PA de réception ailleurs. Et dans ce cas, vous allez signer qu'un mandat d'émission et pas émission-réception. Et concernant la connexion à Pennyline, oui, on a un connecteur natif avec Pennyline. Donc, si vous faites l'émission-réception dans celle-ci, vous pourrez envoyer ces données de facturation directement à Pennyline via le connecteur. J'en profite aussi, il y a une autre question de Julie, tu me corriges si je ne me trompe pas, Alban, c'est l'occasion de faire mes révisions, mais c'est toi l'experte. Mais donc, il est aussi possible d'avoir plusieurs PA de réception, notamment dans le cas où vous auriez, par exemple, des factures de frais généraux et puis un autre logiciel de gestion de notes de frais. Là, je vois qu'il y a votre question, Julie, par rapport aux tickets CB, les tickets resto, enfin, les tickets de PA, ce genre de choses. Donc, par exemple, celle-ci est en mesure de pouvoir faire un scan dessus, mais parfois, dans certaines sociétés, il y a des cartes bleues virtuelles pour les collaborateurs, il y a des gestions de notes de frais. Et donc, dans ce type de cas, tu me connais si je dis des bêtises, mais je ne crois pas, c'est la possibilité d'avoir du coup plusieurs PA de réception, une PA de réception pour tous vos frais et tous vos achats classiques pour vos fournisseurs, matières premières, etc. Et une autre PA, par exemple, pour des notes de frais. C'est tout à fait ça. Donc, ça va être géré via ce qu'on appelle les codes de routage. Donc, quand vous allez déclarer une PA de réception pour un certain type d'achat, vous allez mettre un code de routage qui permettra à vos fournisseurs d'identifier sur quelle adresse vous envoyez les factures qu'ils souhaitent vous envoyer. Alors, Julie, rassurez-vous, tout le monde ne pourra pas avoir vos achats. Vous pouvez, depuis vos onglets réglages, en tout cas, puisque vous parlez de celle-ci dans votre première question, vous pouvez paramétrer des profils de privilèges pour dire qui a accès au module achat et à la liste des factures d'achat. Et concernant la déclaration pré-remplie, déclaration TVA, c'est justement l'objectif de cette réforme. C'est ce vers quoi tend la DGFiP, c'est de pré-remplir les déclarations TVA. Je regarde de côté chat parce qu'on a eu aussi des questions. Sur la sécurisation des données, etc., c'est pas le thème du webinaire, mais si vous avez besoin, on pourra se faire un call pour vous expliquer. En tout cas, nous, les normes auxquelles on répond, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être PA, il faut être certifié ISO 27001, et donc forcément, on a cette certification-là, et ça répond à un certain nombre de données de sécurisation des données.
Franck, nous devons passer à la solution celle-ci pour janvier 2027. Devis et facturation, peut-on souscrire à la PA de réception de celle-ci dès septembre et comment faire? Du coup, oui, vous pouvez, vous pouvez souscrire à celle-ci en fait dès septembre 2026 pour recevoir vos factures avec le module achat. Donc, c'est la licence de vie facturation. C'est juste que du coup, il faudrait peut-être avancer votre souscription à celle-ci. Les données sont hébergées en France, oui, Béatrice, les données sont hébergées en France, oui, tout à fait. Et notre partenaire d'hébergement, c'est la société Scaleway, qui est une filiale de groupe Free Iliad avec Xavier Niel, et qui sont eux aussi certifiés ISO 27001. Oui. Alors, attendez, Béatrice, avec une PA pour un faux prix. Pour PA privé, ce que je vois sur les plateformes qui ont API direct. Pas sûr de comprendre la question, mais effectivement, il y a certaines plateformes agréées qui ne font que plateformes agréées et du coup, il faut connecter avec des solutions compatibles via API. Ok, je propose qu'on continue du coup sur notre présentation et puis on reviendra ensuite sur les questions. Mais n'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet questions. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple pour nous de les suivre. Et en plus, vous pouvez voter si une question qui vous intéresse a été posée. Alors, ici, on vous a proposé une grille, en fait, de critères à évaluer pour le choix d'une solution. On vous la mettra à disposition, elle sera dans le replay. On ne va pas la lire parce que présenter, c'est pas évident. En tout cas, voilà, juste pour petite présentation, ce qu'il faut regarder pour nous, c'est les conformités, enfin, la notion de conformité et de plateforme agréée. Les intégrations, on l'a dit, est-ce qu'on a une API ouverte ou pas? Est-ce qu'il y a un accompagnement proposé? Est-ce qu'on peut mettre en place des automatisations? Est-ce que les solutions choisies proposent un pilotage et suivi via des tableaux de bord qui peuvent être personnalisables ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité d'anticiper la croissance? Au niveau de la sécurité, quelles sont aussi les solutions proposées par les solutions? Et enfin, le coût. Est-ce que ça va générer des coûts supplémentaires pour vous ou pas? Et dans quelle mesure, en tout cas? Je te laisse prendre la main là-dessus, Corentin. Oui. Alors, on l'a déjà un petit peu mentionné tout à l'heure, mais voilà, quelles sont les questions un peu qu'il faut se poser avant de choisir votre éditeur de logiciel? Est-ce qu'il a déjà bien l'agrément PA? Puisqu'il faut le savoir, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu une remarque je retourne dessus, j'ai oublié votre prénom, excuse-moi, de Gilles, qui parlait de la Belgique. La Belgique est passée en facturation électronique en tout début d'année. L'Espagne aussi est au format facturation électronique depuis quelques temps. Et donc, en fait, certains logiciels qui sont internationaux n'ont pas forcément l'agrément PA pour le moment ou n'ont pas forcément le bon format supporté. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se poser par rapport à la réglementation française. Est-ce que le logiciel que vous choisissez à la fois du coup à l'agrément PA qui permet du coup de transmettre vos documents ou de recevoir vos documents directement avec le PPF, et est-ce que le format qui est supporté, donc là justement les formats, il y a eu plusieurs formats qui coexistent, celle-ci gère ces trois formats, mais grosso modo la Facture X c'est le format le plus complet, donc c'est là où il y a le plus de données transmises directement à l'État. Les autres formats ont potentiellement moins de données qui ne correspondent pas forcément à votre secteur d'activité. Donc, c'est important de vous poser la question aussi sur le format qui est supporté et que ça soit documenté sur le site Internet de l'outil que vous allez sélectionner. Enfin, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure et puis j'ai vu que Julie posait la question aussi. Est-ce que, suivant vos process d'achat et de vente, est-ce qu'il est pertinent d'avoir plusieurs outils? Ça nécessite du coup plusieurs coûts. Si vous avez une PA de réception, une PA d'émission, ça double les coûts, ça double les réglages aussi pour vous. C'est peut-être pas ce qui est le plus simple, donc c'est important de se poser la question. Est-ce que les process d'achat et vente peuvent être simplement gérés sur le même outil? La liaison API, on l'a mentionné tout à l'heure, qui permettra du coup la connexion avec vos outils comptables. Donc là, il faut bien dissocier la partie facturation électronique qui est pour l'État et la partie liaison comptable qui vous permettent de faire justement votre comptabilité. Donc là, pour le coup, tout dépend de l'outil que vous choisissez, l'outil de votre expert comptable.
Notamment, nous, chez celle-ci, vous regarderez sur notre site internet potentiellement, si vous avez le temps, mais on a une marketplace où on liste tous les outils avec lesquels on est déjà préconnecté. Mais nous proposons en plus, dans le cas où votre expert comptable a un outil de compta spécifique, nous proposons, comme le disait Alban tout à l'heure, une route API, une documentation API qui est publique et donc on peut se connecter avec d'autres logiciels si celui de votre expert comptable n'est pas listé. Et enfin, quel est le coût? Oui, ça c'est pareil. Parfois, les coûts ne sont pas toujours transparents. Est-ce que vous avez bien la transmission de votre facture de compris dans le coût de l'abonnement ou est-ce que c'est une facture à la consommation? Donc, chaque facture que vous allez éditer va avoir, je prends un exemple, mais c'est vraiment des données brutes, mais c'est pour imager, admettons, 3 centimes par facture qui va être émise. Est-ce que vous avez un volume de facture maximum inclus dans votre offre? Voilà, il faut vous poser la question aussi de ne pas se retrouver surpris en fin d'année ou en fin de mois parce que vous avez émis un grand nombre de factures et que ce n'était pas inclus peut-être dans votre offre. Ouais, je me permets juste de revenir sur les formats. On parle beaucoup de Facturix en France, hein, parce que Facturix, c'est en fait le format C2I, donc format XML unique, couplé au PDF. Donc, il est possible que certaines solutions ne fassent que du C2I, par exemple. Il faut savoir que du coup, vous allez générer que du XML, pas forcément évident à lire. Donc, on parle du Facturix parce que voilà, on sait qu'on a quand même besoin d'un visuel PDF pour pouvoir voir, lire correctement la facture. Est-ce que tu veux que je prenne le relais sur Comme tu veux, on en a parlé rapidement hein, dans la grille tout à l'heure. L'accompagnement, en fait, dans le déploiement, pour nous, est primordial parce que voilà, si vous changez d'outil ou si vous vous équipez d'un outil que vous n'aviez pas, c'est important de ne pas être laissé seul face à un nouvel outil. Et donc, voilà, peut-être anticiper la prise en main de cet outil par l'équipe, parce qu'il va y avoir des process à mettre en place. Il va certainement y avoir de l'import de données. Si vous avez une base client que vous souhaitez importer dans votre logiciel, récupérer peut-être de l'historique de facturation, connecter les différents outils. Donc, c'est important d'être accompagné et ça me permet de faire le lien rapidement avec une question de Julie qui demande si on accompagne sur les routages, profils, etc. Oui, en tout cas, chez celle-ci, on a une équipe de consultants qui propose de l'accompagnement. On a un chat en ligne tous les jours avec des humains hein, derrière. Alors, au début, c'est bien sûr l'IA qui prend le sujet, mais c'est nos équipes du support qui prennent le relais et vous êtes en relation avec des humains pour être accompagnés dans la prise en main de celle-ci. Et bien évidemment aussi, on a préparé une interface. En fait, hein, quand vous êtes connecté en haut de votre compte, il y a un bandeau qui vous permet de cliquer dessus pour pouvoir être accompagné dans la signature du mandat pour la réception de vos factures d'achat. Voilà. Hop, et bien du coup, voilà, un exemple concret avec celle-ci. Donc là, nous, on a effectivement obtenu l'immatriculation de plateforme agréée, ce qui veut dire que vous pouvez émettre, recevoir et transmettre vos factures en toute conformité. Facture, avoir et cycle de vie, et tout ça sans surcoût. Hein. Vous payez un abonnement à celle-ci et c'est inclus dans votre abonnement. Et en tant que plateforme agréée, on vous garantit du coup des échanges sécurisés et du coup une transition simple parce qu'en fait, il suffit juste de prendre en main celle-ci et la connexion avec l'État et avec les PA de réception de vos clients se fait de façon tout à fait transparente. Donc, pour rappel aussi, j'en profite aussi pour préciser en plus de ce qu'a dit, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du format de l'APA, mais il y a aussi toute cette notion de statut du document qui est importante. Et donc, le fait aussi d'avoir cette connexion qui est native en tant que PA, ça nous permet aussi de mettre directement à jour le statut de vos documents sur la plateforme. Est-ce que la facture que vous avez, alors admettons que je parle d'émission, la facture que vous avez émise, est-ce qu'elle a été
valider. Donc, il y a un premier process de validation par le PPF. Donc, est-ce que toutes les demandes, toutes les informations nécessaires par l'État sont bien incluses dedans? Si oui, elle est validée. Donc, elle est validée par le PPF et donc elle est transmise. Après, elle va être validée par votre client. Et donc, là, il y a plusieurs statuts, tout simplement, émise, validée par votre client. Donc, tous ces statuts-là aussi vont pouvoir être mis à jour automatiquement sur celle-ci. Donc, c'est vrai que c'est un point important. Habituellement, on était habitué à suivre les statuts un peu manuellement sur les plateformes. Là, vous allez avoir une mise à jour en temps réel du statut du document. Et donc, dans les fonctionnalités de celle-ci, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai cru comprendre qu'on avait certains clients fidèles sur le webinaire, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc celle-ci, je vous le disais, historiquement, depuis 17 ans, c'était à la toute base un outil de facturation. Donc, on est expert sur le marché. On a un logiciel qui est dédié pour des clients français. 98 ou 89% de nos clients sont francophones. On est adapté au marché des TPE, des PME. Et donc, l'idée, c'est de vous fournir un outil qui va vous aider à la fois, évidemment, à facturer, on le disait tout à l'heure, mais aussi à faire tout ce qu'il y a en amont, puisque pour pouvoir faire une facture qui soit dans le bon format, il faut avoir le numéro de SIRET et de sirène du client, le numéro de TVA intra, l'adresse, etc. Et donc, nous, on propose aussi un annuaire de base de données qui va permettre de créer très facilement vos clients professionnels depuis la plateforme, d'éditer vos devis, de faire payer aussi évidemment ce devis ou cette facture directement par carte bleue, par prélèvement si vous voulez. Et puis surtout, tous ces outils-là, on va les transmettre au format comptable. Donc, on va pouvoir générer les écritures comptables et les transmettre, comme on le disait tout à l'heure, à votre expert comptable. Donc, ça, c'est pour vraiment la partie opérationnelle. Et enfin aussi, évidemment, quand on essaye de gagner du temps sur tous ces process de facturation, ce temps-là, on essaie de l'utiliser pour mieux piloter son activité. Et donc, tous ces documents qu'on va pouvoir générer ou récupérer pour la réception, on va être capable de pouvoir vous donner des indicateurs de pilotage sur l'évolution de votre marge, sur votre chiffre d'affaires par collaborateur, voilà, plein de statistiques après sur lesquelles vous allez pouvoir travailler grâce à tout ça. Ouais, bon, là, vous avez un petit aperçu d'un devis dans celle-ci avec du coup le bouton facturation électronique qui permet d'aller justement vers une mise en conformité de votre compte. Donc, Corentin l'a dit, on est plus qu'un logiciel de facturation électronique, on est un outil qui accompagne les TPE, PME avec des fonctionnalités avancées sur la facturation, mais aussi sur le suivi d'activité, sur le côté CRM. Je ne sais pas, peut-être Corentin, tu as plus les mots pour moi que moi là-dessus. Oui, alors, ouais, tout à fait. C'est vrai que en fait, comme on le disait au tout début de l'échange, on parle beaucoup aussi de profiter de ce changement et on a eu un retour hyper intéressant de Gilles qui dit qu'au final, ça s'est super bien passé pour lui quand il l'a fait pour une société en Belgique. C'est vraiment l'occasion, le marché français, on a beaucoup de TPE, PME par rapport au marché américain, par exemple. Et donc, on a un marché qui a encore beaucoup besoin de se digitaliser. Et donc là, c'est vraiment l'occasion aussi d'en profiter pour être propriétaire de vos données. On dit tout souvent ça, mais non, la richesse d'une société, c'est évidemment sa force humaine, sa valeur de stock, etc. Mais c'est aussi toutes les données que vous avez sur vos clients. Voilà, avoir une donnée enrichie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le CRM, c'est d'avoir toujours des données à jour sur qui est le dirigeant, qui est le directeur commercial chez mon client, qui est la comptable, pour pouvoir à chaque fois gagner du temps. Je vous fais un principe de base, mais moi, si je suis commercial, que j'ai une facture qui n'est pas payée, mais que du coup, je ne connais pas les coordonnées du comptable ou du dirigeant, bah, il va falloir que je relance le commercial, qui lui-même va relancer sa comptable en interne chez mon client. Et tout ça, je peux perdre des fois 3, 4, 5, 10, 15 jours de trésorerie. Et on sait que la trésorerie de nos jours, c'est hyper important. Donc, le fait d'avoir votre base de données aussi, qui est en même temps sur votre outil de facturation, va vous permettre d'acquérir, de faire grandir votre base de données au fil des années et voilà, de ne pas être dépendant du turnover dans votre société, etc. Vous connectez, ouais, ça fait un peu doublon ce qu'on dit, on a déjà dit plusieurs fois, mais connecter avec votre expert comptable, on l'a dit tout à l'heure. Et la vision business, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est toute la partie rapport et pilotage. Pour information, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez demander un rendez-vous
sur notre site internet, on a des collaborateurs qui font des démonstrations qui sont gratuites, sans engagement. Vous pouvez voir l'outil en temps réel et personnalisé par rapport à votre métier. Et ils pourront vous montrer les rapports qui sont intéressants pour vous. Donc là, je vais vous présenter comment concrètement ça se passe la réception de facture dans celle-ci. Donc on reçoit le facture X directement et ensuite vous pourrez accepter ou refuser vos factures électroniques en toute simplicité. Hop. Donc, je vais mettre ça en plein écran. Donc voilà, là c'est une facture, on voit, attends, ça va vite. On voit le statut ici, source électronique ou importée, donc via notre module achat. Donc ici, hein, on a l'onglet des factures à vérifier. Soit elles ont été importées et du coup elles vont être lues par notre IA Mistral, soit c'est une facture électronique et donc on l'a reçue dans l'APA de réception. Et donc là, en fait, le système lit le XML et récupère les données de facturation. Donc, on va vérifier la facture 1, 2, 3, qui est une facture électronique. Là, on a le PDF sur la gauche et puis toute la lecture des lignes qui se fait sur la partie droite. Donc, on a toutes les lignes produits, avec la possibilité de faire, si vous le souhaitez, une liaison au catalogue. Voilà, par exemple, si vous gérez les stocks. Et là, on peut, on va revenir sur cette partie-là, tac, sur les boutons. Voilà, on voit en bas, on a le bouton refuser ou le bouton approuver. Donc, si on refuse la facture électronique, le statut refusé va remonter à la DGFiP, qui va du coup être au courant que la TVA ne sera pas comptabilisée sur cette facture-là, et au fournisseur, qui pourra du coup rééditer une facture et en avoir. Ou alors, on va l'approuver, et dans ce cas, elle va être comptabilisée et de votre côté et du côté du fournisseur. Et donc là, on aura la facture fournisseur avec l'aperçu, le statut approuvé, en attente de livraison, en attente de paiement. Hop. Et elle rentrera du coup dans la liste des factures fournisseurs. Donc voilà, l'objectif de ce module, c'est de permettre de recevoir des factures électroniques dès septembre 2026. Donc si vous souscrivez encore une fois à celle-ci, vous signez le mandat de réception et dans ce cas, nous, on viendra mettre à jour l'annuaire en disant que votre adresse de facturation électronique, en fait, ça redirige vers la PA de celle-ci et donc ça arrivera directement dans ce module achat. On vous a mis un petit QR code là si vous souhaitez demander une démo. N'hésitez pas à le scanner. Pendant que vous scannez, si vous voulez, on peut peut-être faire un point sur les questions. J'ai vu qu'il y avait une question de Anne par rapport au volume de facture. Donc, client pro et client particulier. Donc, effectivement, c'est deux procès différents. Il y a le e-invoicing et le e-reporting. Les deux sont couverts par celle-ci. Vous pouvez gérer des factures de particuliers. Et comment est-ce que ça se passe? Effectivement, en fait, la détection avec le SIRET va permettre à celle-ci de savoir justement comment traiter ce document. Je crois que c'est bien ça, Alban, tu me confirmes. Dans les prototypes, va permettre de savoir comment est-ce que nous, on doit traiter le document. C'est d'ailleurs pour ça que la connexion avec l'annuaire de la base de données INSEE Sirène est hyper importante pour celle-ci et pour vous, puisqu'elle vous permet de créer facilement votre client. Et aussi, elle nous permet du coup à nous aussi de très facilement faire le routage et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire de ce document. Oui, en fait, lors de la finalisation de votre facture, on va détecter effectivement si le client final a un SIRET, un sirène. Et en fonction des informations que vous aurez renseignées sur votre facture, on vous dira, OK, là, on détecte que c'est du e-reporting, est-ce que vous confirmez? On détecte que c'est du e-invoicing, est-ce que vous confirmez? Donc, vous aurez quand même la main pour valider ce que celle-ci a détecté, mais ce sera détecté automatiquement. Et concernant le coût supplémentaire, il n'y a pas de coût au volume chez celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous parlez de 1500 factures par mois ou par an, mais dans tous les cas, ça ne changera rien. Vous payez votre abonnement facturation et vous aurez la possibilité d'envoyer toutes vos factures via la PA de celle-ci.
Une question de Julie. Si les produits sont déjà créés dans celle-ci, nous sommes clients et lions nos ventes à nos achats, le produit se met-il à jour dans la réception? Oui, en fait, lorsque vous allez recevoir une facture, ça fonctionne exactement là, comme l'import manuel de facture. Si le système détecte du coup qu'un produit par la référence ou par le nom existe dans votre catalogue, ça vous mettra alors Enregistré. ouais. En fait, il va détecter si la référence qui est présente sur la facture d'achat de votre fournisseur est présente et la même référence sur votre catalogue à vous, ça va permettre de détecter automatiquement. Et évidemment, s'il n'a pas détecté, vous pouvez, avec un menu déroulant, modifier, admettons que la réception la référence fournisseur n'est pas la même pour vous. Vous pouvez modifier directement au moment de l'import avec le menu déroulant modifié pour amender les achats. Pour l'APA, est-ce qu'il faut créer une adresse mail spécifique avec un format particulier? Non, ça c'est Alban, c'est bien ça, c'est le PPF qui fournit directement l'adresse mail de. Ouais, par défaut, c'est le sirène. Hmm. C'est le sirène. Si vous décidez d'avoir plusieurs PA de réception, du coup, ce sera sirène underscore l'adresse de routage que vous aurez définie lorsque vous allez signer le mandat de réception. Mais sinon, dans le dans l'annuaire des assujettis, vous êtes recensé par votre sirène et nous, en tant que PA de réception, en fait, on vient juste mettre à jour cette adresse-là en disant bon, en fait, ce sirène-là correspond à tel PA de réception. Donc vous, en fait, ce que vous avez à faire à votre niveau, pardon, c'est simplement de signer un mandat avec votre PA de réception et c'est votre PA de réception qui vient mettre à jour l'annuaire. Et donc, on avait aussi des questions sur le chat. Donc, Grégory qui posait la question, quand on travaille avec des clients en Europe et hors Europe, donc là, tout simplement, on l'a vu en tout début de webinaire, on pourra vous renvoyer le replay, mais c'est ce qu'on appelle du coup du e-reporting. Donc, c'est une déclaration auprès de l'État, mais du coup, évidemment, vu que ces sociétés-là ne sont pas immatriculées en France, c'est pas de la facturation électronique, c'est pas du e-invoicing directement. Que se passe-t-il quand vous serez piraté? C'est une question importante. Vous avez raison de vous. Alors, je n'ai pas votre prénom, mais vous avez raison de vous poser la question. C'est un des points forts de celle-ci, justement. On a passé tous ces process de sécurité qui sont hyper importants, qui est la certification ISO. Et sans aller trop dans la technique pour vous, mais grosso modo, dites-vous que déjà, évidemment, quand vous enregistrez quelque chose, il y a plusieurs serveurs en redondance qui stockent vos données. Et il y a en plus une base de données qui n'est pas connectée, qui n'est pas en ligne, avec jusqu'à 30 jours glissants. C'est ça, je révise, mais c'est jusqu'à 30 jours glissants. Donc, on peut faire un retour en arrière si jamais il y avait un enjeu majeur, que ce soit que sur celle-ci, ou même au niveau français. On est dans un contexte géopolitique qui est particulier. On a toujours un backup de vos données sur 30 jours glissants qui sont disponibles. Et pour répondre pour donner peut-être vous rassurer un peu, cette certification ISO de 27001, elle est gérée par l'État. Cette réforme, elle est gérée par l'État. Et donc, a priori, c'est quand même les personnes les mieux à même de gérer la sécurité des données. Ils nous imposent de repasser cette certification régulièrement. Hein. C'est pas on l'a passée l'année dernière et puis on l'a ad vitam aeternam. Non, et donc cette certification, elle va évoluer aussi en fonction des failles qui vont être trouvées par l'État. Voilà, c'est une réforme qui est mise en place par l'État, donc on est obligé de s'y mettre. Ils se protègent en faisant passer des certifications aux logiciels et aux plateformes agréées pour sécuriser un maximum. Voilà, malheureusement, il y a toujours des pirates qui sont là, mais je crois que côté État, il y a quand même aussi une sacrée équipe qui travaille sur la sécurité des données, que ce soit l'État français ou même au niveau européen. Et donc, On rappelle que bien souvent aussi, quand il y a du vol de données, ça me permet d'en parler un peu de faire prévention, mais quand il y a du vol de données, bien souvent, même si parfois certaines plateformes, d'ailleurs, on a vu la sécurité sociale et Pôle emploi avait été attaqué il y a quelques mois, bien souvent, ce n'est pas la plateforme en elle-même qui est attaquée, mais c'est plus un utilisateur avec des systèmes de phishing. Ils vous font croire avec des emails que
vous êtes contacté par la plateforme et vous mettez vos mails, vos mots de passe. Ça, il y a un principe de sécurité chez celle-ci qui est en place qui s'appelle la double authentification et qui fait qu'en fait, pour pouvoir vous connecter, il faut non seulement avoir votre mot de passe, si jamais vous donniez votre mot de passe sans faire exprès en répondant sur un phishing, mais aussi la double authentification. Donc, c'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone et qui permet d'avoir un code à usage unique qui dure, je crois que c'est 10 secondes et qui permet de valider que c'est bien vous qui vous connectez. Ok. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez, vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à demander une démo et on pourra parler de ce sujet plus en détail. Question de Guillaume, plus générale sur le CRM celle-ci et sa facturation SaaS utilisateur par mois. Avez-vous une option de consultation uniquement pour ne pas avoir à payer une licence quand une personne veut être en lecture seule? Non, vous pouvez en parler avec votre contact commercial sur celle-ci. Il n'y a pas de licence spécifique qui est pour usage d'être en lecture seule. Après, pour le coup, nos équipes commerciales, suivant votre cas d'usage, c'est à discuter directement avec votre commercial en fonction de votre cas d'usage. Là, c'est trop difficile de pouvoir répondre comme ça sans avoir tout le contexte de votre société, mais vous pouvez en parler directement avec nos collaborateurs. Ok, alors on va continuer. Tac. Un petit récapitulatif sur ce qu'on a dit. Donc voilà, important d'anticiper dès maintenant pour ne pas se retrouver fin août au retour des vacances ou début septembre à devoir choisir un outil de réception de facture pour que voilà, vous puissiez adapter aussi vos process enfin, en tout cas choisir l'outil qui correspond le mieux à vos process. Choisir une solution qui est plateforme conforme, plateforme agréée, qui soit simple d'utilisation le plus possible. Se poser les bonnes questions. Est-ce que mon outil actuel doit être modifié? Est-ce que je dois le connecter à une plateforme agréée? Est-ce que c'est pas le moment de digitaliser un petit peu plus mes process pour pouvoir gagner en efficacité, en productivité? Voilà, tout ça, connecter vos outils. Dans un premier temps, en septembre 2026, c'est la réception, mais pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin. Et en tout cas, même si vous vous concentrez que sur la réception à partir de septembre 2026, il faut s'équiper d'un outil, on l'a vu, c'est obligatoire, au moins une PA de réception pour pouvoir recevoir les factures des grandes entreprises qui seront concernées par l'émission dès septembre 2026. Tu as quelque chose à ajouter, Corentin? Non, j'y réfléchissais, mais j'ai déjà beaucoup parlé, peut-être trop parlé pendant ce webinaire. Non, je pense que c'est à peu près clair. En tout cas, j'espère qu'on a été clair pour vous. N'hésitez pas, encore une fois, ce webinaire il a vraiment pour but de vous informer et puis de vous rassurer. C'est vrai que ça peut être un peu stressant tout ce contexte avec tout ce qui se passe et tous ces termes techniques. C'est l'avantage aussi de parler avec je vais mettre en avant un petit peu celle-ci puisqu'on est un peu sur le point de se quitter, mais voilà, c'est l'avantage de parler aussi avec des collaborateurs qui sont disponibles. Encore une fois, Alban, on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de nous parler par chat du lundi au vendredi de 9h à 18h. On propose aussi une hotline pour nos clients sur lequel ils peuvent nous appeler lorsqu'ils ont des questions. On anime des webinaires plusieurs fois par semaine. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous parler pour poser vos questions et puis qu'on trouve une solution, soit de nous-mêmes, soit avec votre expert comptable, si c'est un sujet un peu plus externe et un peu plus global. Voilà, donc on vous propose une checklist facturation électronique si vous voulez la recevoir, n'hésitez pas à remplir là, le sondage qu'on vous a mis, donc le deuxième sondage. Vous pouvez aussi télécharger la matrice comparative des outils qu'on vous a mise là, qu'on vous a présenté. Et encore une fois, si vous souhaitez échanger avec un expert, celle-ci, faites-le nous savoir aussi. On est là pour ça. Question sur la réforme, question sur l'utilisation de celle-ci. N'hésitez pas. Voilà. En tout cas, sachez aussi que pour l'accompagnement dans celle-ci, donc on a parlé des équipes consultants et des équipes chat, mais on met aussi en place pour nos clients
des ateliers live, donc plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, en fonction des sujets. Donc, ça peut être le sujet facturation électronique, mais c'est aussi le sujet prise en main de celle-ci. Vous vous connectez, c'est des ateliers collectifs, en fait, sur lesquels vous pouvez aussi poser vos questions. Et c'est nos experts consultants, généralement, qui présentent la solution et qui vous aident à mettre en place les paramétrages. Moi, j'interviens sur les lives facturation électronique, donc pour vous guider vers une mise en conformité, signature de mandat, etc. Donc, avec celle-ci, vous serez accompagné. Dernier tour peut-être sur les questions. Hop. Avant de nous quitter. Julie, je suis désolée, j'ai pas entendu la question sur la réponse sur les sirettes. Non, pas besoin. Enfin, j'imagine que vous parlez sur les adresses particulières, les adresses. Pas besoin d'adresse en fait. Ou alors peut-être c'était sur votre question. Je sais plus. Bon, en tout cas, sur la détection automatique pour savoir quelle facture. On va répondre aux deux, comme ça sera fait. Et grosso modo, du coup, c'est le sirène de base qui sert pour le routage. Le seul cas où vous devez générer vous-même une adresse mail spécifique, c'est dans le cas où vous auriez plusieurs PA de réception. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter des PA de réception. Sinon, le sirène suffit. Et du coup, justement, quand vous signez le mandat, celle-ci se charge automatiquement, quand vous signez le mandat avec celle-ci, se charge automatiquement de prévenir la plateforme, le PPF. Ouais, on met à jour l'annuaire. Et donc, vous aurez, je ne sais pas si vous êtes allé consulter l'annuaire, en tout cas, il est public, hein, vous pouvez aller chercher l'annuaire de la facturation électronique, annuaire des assujettis. Et si vous recherchez votre société, vous allez voir donc, votre sirène avec une petite pastille rouge non. Ça veut dire que vous n'avez pas encore d'adresse de facturation électronique active. Mais le jour où vous aurez signé un mandat de réception, ça passera à oui au bout de quelques jours, hein, parce qu'il y a quand même des process derrière. Et actuellement, certaines entreprises sont déjà à oui, pas toutes celles qui ont signé un mandat, parce que pour l'instant, c'est que celles qui sont dans le pilote de la DGFiP. Donc, si on a des clients parmi vous qui veulent participer au pilote, manifestez-vous. On pourra vous inscrire au pilote et vous pourrez commencer à recevoir quelques factures électroniques. Donc, pour vos clients déjà en base, Julie, je viens de voir votre précision. Pour vos clients qui sont déjà en base, oui, celle-ci, en fait, a prévu, alors, c'est pas encore sorti, ou en tout cas, c'est sur le point de sortir. Je l'ai vu dans les petits papiers de nos développeurs. Une mise à jour en masse, on est en train de sortir une mise à jour en masse qui va permettre de contrôler toute votre base de données et de pouvoir non seulement mettre à jour le SIRET et le sirène en fonction de ce qu'on retrouve, mais aussi potentiellement, on a le site internet de la société. Donc, il y a en plus de l'IA qui se rajoute. Donc, vous aurez deux choix, soit simplement de mettre à jour tout ce qui est légal pour la facturation électronique, et vous aurez une fonctionnalité suivant votre plan chez celle-ci. On a aussi des fonctionnalités d'IA avec Mistral, qui est aussi une boîte française. Et donc là, vous pourrez avoir des informations sur la page LinkedIn de la société, leur site internet, des emails, enfin voilà, tout ce qui est public en fait que l'IA arrivera à retrouver sur internet concernant votre client, qu'on pourrait abonder directement sur votre fiche. Voilà. Et dans tous les cas, lorsque vous allez émettre une facture, si par exemple il vous manque le numéro de TVA intra-communautaire parce que vous aviez le SIRET ou le sirène, pas le numéro de TVA intra-communautaire qui va être une donnée obligatoire, on vous le signifiera et on dira il manque cette donnée-là, veuillez l'ajouter et on vous propose un formulaire pour l'ajouter parce qu'on va être connecté directement à l'annuaire des assujettis, donc on va récupérer toutes ces données-là. Voilà. Et bien, on arrive à la fin du temps imparti. Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. N'hésitez pas encore une fois à répondre au sondage si vous souhaitez recevoir les éléments. Dans tous les cas, vous aurez le replay par mail d'ici quelques heures, minutes. Peut-être demain, on va vous envoyer ça en tout cas. N'hésitez pas à demander une démo si vous avez des questions plus précises, plus spécifiques à vos cas. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci Alban, merci à tous. À bientôt.